Chapitre 2. La loi du bâton et de la dent. La première journée de Buck sur la grève de Deya fut un véritable cauchemar. Toutes les heures lui apportaient une émotion ou une surprise. Brutalement arraché à sa vie paresseuse et ensoleillée, il se voyait sans transition rejeté du cœur de la civilisation au centre même de la barbarie. Ici, ni paix, ni repos, ni sécurité. Tout était confusion, choc et péril. De là, nécessité absolue d'être toujours en éveil, car les bêtes et les hommes ne reconnaissaient que la loi du bâton et de la dent. Des chiens innombrables couvraient cette terre nouvelle, et Buck n'avait jamais rien vu de semblable aux batailles que se livraient ces animaux, pareils à des loups. Son premier contact avec eux lui resta à jamais dans la mémoire. L'expérience ne lui fut pas personnelle, car elle n'aurait pu lui profiter. La victime fut Curly. Celle-ci, fidèle à son caractère sociable, était allée faire des avances à un chien sauvage de la taille d'un grand loup, mais moitié moins gros qu'elle. La réponse ne se fit malheureusement pas attendre. Un bond rapide comme l'éclair, un claquement métallique des dents, un autre bond de côté non moins agile, et la face de Curly était ouverte de l'œil à la mâchoire. Le loup combat ainsi. Il frappe et fuit. Mais l'affaire n'en resta pas là. 30 ou 40 vagabonds accoururent et formèrent autour des combattants un cercle attentif et muet. Buck ne comprenait pas cette intensité de silence et leur façon de se lécher les babines. Curly se relève, se précipite sur son adversaire qui de nouveau la mord et bondit plus loin. À la troisième reprise, l'animal arrêta l'élan de la chienne avec sa poitrine de telle façon qu'elle perdit pied et ne put se relever. C'était ce qu'attendait l'ennemi. Aussitôt la meute bondit sur la pauvre bête, et elle fut ensevelie avec des cris de détresse sous cette masse hurlante et sauvage. Ce fut si soudain et si inattendu que Buck en resta tout interdit. Il vit Spitz sortir sa langue rouge. C'était sa façon de rire. Et François, balançant une hache, sautait au milieu des chiens. 3 hommes armés de bâtons l'aidèrent à les disperser, ce qui ne fut pas long. 2 minutes après la chute de Curly, le dernier de ses assaillants s'enfuyait honteusement, mais elle restait sans vie sur la neige, piétinée et sanglante, tandis que le métis hurlait de terribles imprécations. Buck conserva longtemps le souvenir de cette terrible scène. Avant d'être remis de la mort tragique de Curly, il eut à supporter une nouvelle épreuve. François lui mit sur le corps un attirail de courroies et de boucles. C'était un harnais, semblable à ceux qu'il avait vus tant de fois mettre aux chevaux. Et comme eux, il lui fallut tirer un traîneau portant son maître jusqu'à la forêt qui bordait la vallée, pour en revenir avec une charge de bois. Mais quoique sa dignité fût profondément blessée de se voir ainsi transformé en bête de trait, il était devenu trop prudent pour se révolter. Il se mit résolument au travail et fit de son mieux, malgré la nouveauté et l'étrangeté de cet exercice. François était sévère, exigeant une obéissance absolue que lui obtenait d'ailleurs la puissance de son fouet, tandis que Dave, limonier expérimenté, plantait la dent à chaque erreur dans l'arrière-train de Buck. Spitz, en tête, très au courant de son affaire, ne pouvant atteindre le débutant, lui grognait des reproches sévères ou pesait adroitement de tout son poids dans les traits pour lui faire prendre la direction voulue. Buck apprit vite et fit en quelques heures de remarquables progrès, grâce aux leçons combinées de ses 2 camarades et de François. Avant de revenir au camp, il en savait assez pour s'arrêter à « Oh !», repartir à « Mush !», s'écarter du traîneau dans les tournants et l'éviter dans les descentes. « Ce sont 3 très bons chiens, dit François à Perrault. Ce Buck tire comme le diable. Il a appris en rien de temps. » Dans l'après-midi, Perrault, qui était pressé de partir avec ses dépêches, ramena 2 nouveaux chiens résistants et vigoureux. Billy et Joe, tous 2 fils de la même mère, différaient l'un de l'autre comme le jour et la nuit. Le seul défaut de Billy était l'excès de mansuétude, tandis que Joe, grincheux, peu sociable, l'œil mauvais et grognant toujours, était tout l'opposé de ce caractère. Buck les reçut en bons camarades. Dave les ignora, et Split se mit en devoir de les rosser tour à tour. Billy, pour l'apaiser, remua la queue.
Mais ses intentions pacifiques n'eurent aucun succès, et il se mit à gémir en sentant les dents pointues de Splits labourer ses flancs. Quant à Joe, de quelque façon que Splits l'attaqua, il le trouva toujours prêt à lui faire face. Les oreilles couchées en arrière, le poil hérissé, la lèvre retroussée et frémissante, la mâchoire prête à mordre, et dans l'œil une lueur diabolique. C'était une véritable incarnation de la peur belliqueuse. Son aspect était si redoutable que Splits dut renoncer à le corriger, et pour couvrir sa défaite, il se retourna sur le pauvre et inoffensif Billy et le chassa jusqu'aux confins du camp. Le soir venu, Perrault ramena encore notre chien, un vieux husky, long, maigre, décharné, couvert de glorieuses cicatrices récoltées en maints combats, et possesseur d'un œil unique. Mais cet œil brillait d'une telle vaillance qu'il inspirait aussitôt le respect. Il s'appelait Sol Lek, ce qui veut dire le malcontent. Semblable à Dave, il ne demandait rien, ne donnait rien, n'attendait rien. Et quand il s'avança lentement et délibérément au milieu des autres, Spitz lui-même le laissa tranquille. On put bientôt remarquer qu'il ne tolérait pas qu'on l'approchât du côté de son œil aveugle. Buck eut la malchance de faire cette découverte et de l'expier rudement, car Sol Lek, d'un coup de dent, lui fendit l'épaule sur une longueur de 3 centimètres. Buck évita avec soin à l'avenir de répéter l'offense, et tous deux restèrent bons camarades jusqu'à la fin. Sol Lek semblait, comme Dave, n'avoir d'autre désir que la tranquillité, et pourtant Buck découvrit plus tard que l'un et l'autre nourrissaient au fond du cœur une passion ardente dont il sera parlé plus loin. Cette nuit-là, Buck dut résoudre le grand problème du sommeil. La tente, éclairée par une chandelle, projetait une lueur chaude sur la plaine blanche, mais quand tout naturellement il y entra, Perrault et François le bombardèrent de jurons et d'ustensiles de cuisine qui le firent s'enfuir, consterné, au froid du dehors. Il soufflait un vent terrible qui le glaçait et rendait la blessure de son épaule particulièrement cuisante. Il se coucha sur la neige et tenta de dormir, mais le froid le contraignit bientôt à se relever, misérable et désolé. Il errait au hasard, cherchant en vain un abri ou un peu de chaleur. De temps à autre, les chiens indigènes tentaient de l'attaquer, mais il grognait en hérissant les poils de son cou, défense qu'il avait vite apprise, et montrait un front si formidable que les maraudeurs se désistaient bientôt, et il continuait sa route sans être inquiété. Soudain, Buck eut l'idée de chercher comment ses compagnons de trait se tiraient de cette difficulté. À sa grande surprise, tous avaient disparu. Il parcourut de nouveau tout le camp, puis revint à son point de départ sans parvenir à les trouver. Convaincu qu'il ne pouvait être sous la tente, puisqu'il en avait été chassé lui-même, il en refit le tour, grelottant, la queue tombante et se sentant très malheureux. Tout à coup, la neige céda sous ses pattes et il s'enfonça dans un trou au fond duquel remuait quelque chose. Redoutant l'invisible et l'inconnu, il gronda et se hérissa avec un bond en arrière. Un petit gémissement amical lui ayant répondu, il revint poursuivre ses investigations, et, en même temps qu'un souffle d'air chaud lui parvenait à la surface, il découvrait Billy, roulé en boule sous la neige. Celui-ci gémit doucement, se mit sur le dos afin de prouver sa bonne volonté et ses intentions pacifiques, et alla même, pour faire la paix, jusqu'à passer sa langue chaude et mouillée sur le museau de l'intrus. Autre leçon pour Buck, qui choisit immédiatement un emplacement, et après beaucoup d'efforts inutiles parvint à se creuser un trou. En un instant, la chaleur de son corps remplissait ce petit espace, et il trouvait enfin un repos bien gagné. La journée avait été longue et pénible, et son sommeil, quoique profond, fut entremêlé de luttes et de batailles livrées à des ennemis chimériques. Buck n'ouvrit les yeux qu'au bruit du réveil du camp. Il ne comprit pas d'abord en quel lieu il se trouvait. La neige de la nuit l'avait complètement enseveli, et ce mur glacé l'enserrait de toutes parts. La peur le saisit, celle de la bête sauvage prise au piège, indice du retour de sa personnalité à celle de ses ancêtres. Car étant un chien civilisé, trop civilisé peut-être, il ignorait les pièges. Tous les muscles de son corps se contractèrent instinctivement. Les poils de sa tête et de ses épaules se hérissèrent, et avec un hurlement féroce, Buck apparut au grand jour, au milieu de la neige qui volait de toutes parts. Avant de retomber sur ses pattes, il avait vu le camp devant lui,
et s'était rappelé dans un éclair tout ce qui s'était passé depuis la promenade avec Manoël, jusqu'au trou qu'il s'était creusé la nuit précédente. Une exclamation de François salua son apparition. « Qu'est-ce que je disais » cria-t-il à Perrault. « Ce Buck est plus malin qu'un singe, il apprend avec une rapidité surprenante. » Perrault hocha la tête d'un air de grave approbation. Courrier du gouvernement canadien et porteur d'importantes dépêches, il était désireux de s'assurer les meilleures bêtes, et l'acquisition de Buck le satisfaisait pleinement. En moins d'une heure, 3 autres chiens furent ajoutés à l'attelage, formant ainsi un total de 9 animaux, et un quart d'heure plus tard, tous étant attelés, filaient dans la direction de Dyea Canon. Buck était content de partir, et quoique la tâche fût dure, elle ne lui parut point méprisable. Il fut frappé de l'ardeur qui animait tout l'attelage et qui le saisit à son tour, mais plus encore du changement de Dave et de Sol Lek que le harnais transformait. Toute leur indifférence avait disparu. Alertes, actifs, désireux que l'ouvrage se fît bien, ils s'irritaient de tout ce qui pouvait les retarder, du moindre désordre ou d'une erreur quelconque. L'expression de leur être semblait se réduire à bien tirer dans les traits, but suprême pour lequel ils vivaient et qui seul pouvait les satisfaire. Dave était limonier du traîneau. Devant lui était Buck et le malcontent. Le reste venait en file indienne, derrière le conducteur Spitz. Buck avait été placé entre Dave et Sol Lek pour parachever son éducation. Quelque bon élève qu'il se montrât, il avait encore beaucoup à apprendre, et il acquit beaucoup de ces 2 maîtres qui ne le laissaient jamais longtemps dans l'erreur, et appuyaient leurs leçons de leurs dents acérées. Dave était juste et modéré, il ne mordait jamais Buck sans cause, mais à la moindre faute, il ne manquait pas de le serrer. Et comme le fouet de François le secondait toujours, Buck trouva plus profitable de se corriger que de riposter. Pendant une courte halte, s'étant empêtré dans le trait, et par suite, ayant retardé le départ de l'attelage, il reçut une correction à la fois de Dave et de Sol Lek. Le désordre qui en résulta fut plus grand encore, mais désormais, Buck évita soigneusement d'emmêler les traits, et avant la fin du jour, il avait si bien compris son travail que ses camarades cessèrent de le reprendre. Le fouet de François claqua moins souvent, et Perrault lui-même fit à Buck, pendant la halte, l'honneur de lui examiner soigneusement les pattes. Ce fut une rude journée de marche. Ils traversèrent le Canon, Ship Camp, l'Escale et la limite des bois, franchirent des glaciers et des amas de neige de plusieurs centaines de pieds de profondeur, passèrent enfin le Chilkoot Divide qui sépare l'eau salée de l'eau fraîche, et garde avec un soin jaloux le nord triste et solitaire. La caravane descendit rapidement la chaîne des lacs qui remplissent les cratères de volcans éteints. La soirée était déjà avancée lorsqu'elle s'arrêta dans le vaste camp situé à la tête du lac Bennett, où des milliers de chercheurs d'or construisaient des bateaux en prévision de la fonte des glaces au printemps. Comme la veille, Buck ayant fait son trou dans la neige, s'y endormit du sommeil du juste, pour en être le lendemain déterré à la nuit noire et reprendre le harnais avec ses compagnons. Ce jour-là, ils firent 40 miles, car la voie était frayée. Mais le lendemain, et bien des jours encore, ils durent, pour établir leur propre piste, travailler plus dur tout en avançant plus lentement. En général, Perrault précédait l'attelage, tassant la neige avec ses patins pour lui faciliter la route. François maintenait la barre du traîneau et changeait rarement de place avec son compagnon. Perrault était pressé et se targuait de bien connaître la glace, science indispensable, car la couche nouvelle était peu épaisse et sur l'eau courante il n'y en avait pas du tout. Pendant de longs jours, Buck tira dans les traits. On levait toujours le camp dans l'obscurité, et les premières lueurs de l'aube retrouvaient les voyageurs en marche, ayant déjà un certain nombre de miles à leur actif. D'habitude aussi, on dressait le camp à la nuit noire. Les chiens recevaient une ration de poissons et se couchaient dans la neige. Buck aurait voulu avoir plus à manger. La livre et demie de saumon séché qui était sa pitance journalière ne semblait pas lui suffire. Il n'avait jamais assez et souffrait sans cesse de la faim. Toutefois, les autres chiens qui pesaient moins et étaient faits à cette vie ne recevaient qu'une seule livre de nourriture et se maintenaient en bon état. Buck perdit vite sa délicatesse de goût, fruit de son éducation première. Mangeur friand,
il s'aperçut que ceux de ses congénères qui avaient fini les premiers lui volaient le reste de sa ration sans qu'il pût la défendre contre leur entreprise, car tandis qu'il écartait les uns, les autres auraient vite fait de happer le morceau convoité. Pour remédier à cet état de choses, il se mit à manger aussi vite qu'eux, et la faim le poussant, il n'hésita pas à prendre comme eux le bien d'autrui quand l'occasion se présenta. Ayant vu Pike, un des nouveaux chiens, voleur habile, faire disparaître une tranche de jambon derrière le dos de Perrault, il répéta l'opération et la perfectionna dès le lendemain, emportant le morceau tout entier. Il s'ensuivit un grand tumulte, mais le coupable échappa aux soupçons, tandis que Dub, maladroit étourdi qui se faisait toujours pincer, fut puni pour la faute que Buck avait commise. L'ensemble de qualités ou de défauts que déploya notre héros en ce premier acte de banditisme semblait démontrer qu'il triompherait de tous les obstacles de sa vie nouvelle. Il marquait la disparition de sa moralité, chose inutile et nuisible dans cette lutte pour l'existence. D'ailleurs, Buck ne volait pas par goût, mais seulement par besoin, en secret et adroitement, par crainte du bâton ou de la dent. Son développement physique fut complet et rapide. Ses muscles prirent la dureté du fer. Il devint insensible à la douleur. Son économie interne et externe se modifia. Il pouvait manger sans inconvénient les choses les plus répugnantes et les plus indigestes. Chez lui, la vue et l'odorat devinrent extrêmement subtils, et Louis acquit une telle finesse que, dans son sommeil, il percevait le moindre bruit et savait en reconnaître la nature pacifique ou dangereuse. Il apprit à arracher la glace avec ses dents quand elle s'attaquait à ses pattes, et quand il avait soif et qu'une croûte épaisse le séparait de l'eau, il savait se dresser pour la casser en retombant avec ses pattes de devant. Sa faculté maîtresse était de sentir le vent et de le prévoir une nuit à l'avance. Quelle que fût la tranquillité de l'air, le soir, quand il creusait son nid près d'un arbre ou d'un talus, le vent qui survenait ensuite le trouvait chaudement abrité, le dos à la bise. L'expérience ne fut pas son seul maître, car des instincts endormis se réveillèrent en lui, tandis que les générations domestiquées disparaissaient peu à peu. Il apprit sans peine à se battre comme les loups, que ses aïeux oubliés avaient combattus jadis. Dans les nuits froides et calmes, quand, levant le nez vers les étoiles, il hurlait longuement, c'étaient ses ancêtres, aujourd'hui cendres et poussière, qui à travers les siècles hurlaient en sa personne. Siennes étaient devenues les cadences de leur mélopée monotone, ce chant qui signifiait le calme, le froid, l'obscurité. C'est ainsi que la vie isolée de l'individu étant peu de choses, en somme, et les modifications de l'espèce laissant intacte la continuité de la race, avec ses traits essentiels, ses racines profondes et ses instincts primordiaux, l'antique chanson surgit soudain en cette âme canine et le passé renaquit en lui. Et cela parce que des hommes avaient découvert dans une région septentrionale certains métals jaunes qu'ils prisent fort, et parce que Manoël, aide-jardinier, recevait un salaire qui n'était pas à la hauteur de ses besoins. Dans les dures conditions de sa nouvelle existence, si des instincts anciens et oubliés reparaissaient chez Buck, il croissait en secret, car son astuce nouvelle savait les équilibrer et les restreindre. Trop neuf encore à cette vie si différente de l'ancienne pour s'y trouver à l'aise, il évitait les querelles. Aucune impatience ne trahissait donc la haine mortelle qu'il avait vouée à Spitz, et il gardait soigneusement de prendre l'offensive avec lui. D'un autre côté, et peut-être par cela même qu'il devinait en Buck un rival dangereux, Spitz ne perdait pas une occasion de lui montrer les dents. Il l'attaquait même sans raison, espérant ainsi faire naître la lutte qui se terminerait par la disparition de l'un d'eux. Presque au début du voyage, entre les deux chiens faillit se produire un conflit mortel que seul vint prévenir une complication inattendue. À la fin d'une journée de marche, le campement avait été établi sur le bord du lac Le Barge. L'obscurité, la neige qui tombait et le vent coupant comme une lame de rasoir avaient forcé les voyageurs à chercher en hâte et à tâtons leur refuge pour la nuit. L'endroit était fort mal choisi. Derrière eux s'élevait un mur de rochers abrupts et les hommes se virent obligés de faire du feu et d'étendre leurs sacs fourrés sur la surface même du lac. Ils avaient abandonné leur tente à Dyea pour alléger le pactage.
Quelques morceaux de bois de dérive leur fournirent un feu qui fit fondre la glace en s'y enfonçant, et ils durent manger leur soupe dans l'obscurité. Buck avait organisé son lit au pied des rochers. Il y faisait si chaud qu'il eut peine à le quitter quand François vint distribuer le poisson, dégelé au préalable devant le feu. Or, lorsqu'ayant mangé il revint à son nid, il le trouva occupé. Un grognement l'avertit que l'offenseur était Spitz. Buck avait évité jusqu'ici une querelle avec son ennemi, mais cette fois c'était trop. La bête féroce qui dormait en lui se déchaîna. Il sauta sur Spitz avec une furie qui surprit celui-ci, habitué à considérer Buck comme un chien très timide, dont la suprématie n'était due qu'à sa forte taille et à son gros poids. François fut surpris lui aussi, en les voyant tous deux bondir du trou. Mais il devina le sujet de la dispute. « Ah !» cria-t-il à Buck. « Vas-y mon vieux, et flanque une rossée à ce sale voleur !» Spitz était prêt à se battre. Hurlant de rage et d'ardeur, il tournait autour de Buck, guettant le moment favorable pour sauter sur lui. Buck, non moins ardent, mais plein de prudence, cherchait aussi à prendre l'offensive. Mais à ce moment survint l'incident qui remit à un avenir éloigné la solution de la querelle. Un juron de Perrault, un coup de massue sur une échine osseuse et un cri de douleur déterminèrent tout à coup une épouvantable cacophonie. Le camp était rempli de chiens indigènes affamés, au nombre d'une soixantaine, venus sans doute d'un village indien et attirés par les provisions des voyageurs. Ils s'étaient glissés inaperçus pendant la bataille de Buck et de Spitz, et quand les deux hommes avec leurs massues s'élancèrent au milieu des envahisseurs, ceux-ci montrèrent les dents et leur résistèrent. L'odeur des aliments les avait affolés. Perrault, en ayant trouvé un la tête enfouie dans une caisse de vivres, fit tomber lourdement son gourdin sur les côtes saillantes, et la caisse fut renversée à terre. À l'instant même, sans crainte du bâton, une vingtaine de créatures faméliques se ruaient sur le pain et le jambon, hurlant et criant sous les coups, mais ne s'en disputant pas moins avidement les dernières miettes de nourriture. Pendant ce temps, les chiens d'attelage, étonnés, avaient sauté hors de leur trou, et une lutte terrible s'engageait entre eux et les maraudeurs. De sa vie, Buck n'avait rien vu de pareil à ces squelettes recouverts de cuir, à l'œil étincelant, à la lèvre baveuse. La faim les rendait terribles et indomptables. Au premier assaut, les chiens de trait se virent repoussés au pied des rochers. Buck fut attaqué par 3 d'entre eux, et en un clin d'œil, sa tête et ses épaules étaient ouvertes et saignantes. Le bruit était effroyable. Billy gémissait comme à son ordinaire. Dave et Solleck, perdant leur sang par plusieurs blessures, combattaient courageusement côte à côte. Joe mordait comme un diable. Une fois, ses mâchoires se refermèrent sur la jambe d'un des maraudeurs et l'on entendit craquer l'os. Pike, le géniard, sauta sur un animal estropié et lui cassa les reins d'un coup de dent. Buck saisit par la gorge un adversaire écumant, lui planta les dents dans la jugulaire, et le goût du sang dont il fut inondé surexcita sa vaillance. Il se jeta sur un autre ennemi avec une fureur redoublée. Mais au même moment, il sentit des crocs aigus s'enfoncer dans sa gorge. C'était Spitz qui l'attaquait traîtreusement de côté. Perrault et François, ayant réussi à débarrasser le camp, se précipitèrent à son secours, et Buck parvint à se délivrer. Mais les deux hommes furent rappelés du côté des caisses de conserve, menacés de nouveau. Et cette fois, les envahisseurs réduits en nombre, mais désespérés, montraient un front si féroce que Billy, puisant du courage dans l'excès même de sa terreur, s'élança hors du cercle menaçant et s'enfuit sur la glace au risque de s'effondrer. Pike et Dub le suivirent de près, ainsi que le reste de l'attelage. Au moment où Buck prenait son élan pour les rejoindre, il vit du coin de l'œil Spitz se préparant à sauter sur lui pour le terrasser. Une fois par terre, au milieu de cette masse de fuyards, c'en était fait de lui. Mais il put résister au choc de Spitz et rejoindre ses camarades sur le lac. Les 9 chiens d'attelage, n'étant plus poursuivis, se réunirent et cherchèrent un abri dans la forêt. Ils offraient un piteux aspect. Chacun avait 5 ou 6 blessures, dont quelques-unes étaient profondes. Dub était grièvement blessé à une jambe de derrière. Dolly, le dernier chien acheté à Dyea, avait une large plaie au cou. Joe avait perdu un œil, et le doux Billy, ayant une oreille déchiquetée et mangée, ne cessa de gémir et de geindre tout le reste de la nuit. À l'aube, chacun regagna péniblement le camp pour retrouver les maraudeurs en fuite
et les 2 hommes de fort mauvaise humeur, car la moitié de leurs provisions avait disparu. Rien de ce qui pouvait se manger n'avait échappé aux indigènes. Ils avaient dévoré les courroies du traîneau et des bâches, avalé une paire de mocassins en cuir de buffle appartenant à Perrault, des fragments de harnais de cuir et plus de 60 centimètres de la mèche du fouet de François. Celui-ci contemplait tous ces dégâts avec tristesse lorsqu'arrivèrent ses chiens blessés. « Ah, mes amis, fit-il avec tristesse, peut-être allez-vous devenir tous enragés avec ces morsures. Qu'en pensez-vous, Perrault ?» Le courrier hocha la tête, soucieux. 400 miles les séparaient de Dawson, et l'hypothèse de François le faisait frémir. 2 heures de jurons et d'efforts remirent les choses en place, et l'attelage raidi par ses blessures repartit pour affronter la course la plus dure qu'il devait fournir jusqu'à Dawson. La rivière de 30 miles, défiant la gelée, roulait librement ses eaux agitées, et la glace ne portait que dans les petites baies et les endroits tranquilles. Il fallut 6 jours d'un travail opiniâtre et d'un péril constant pour couvrir ces terribles 30 miles. Une demi-douzaine de fois, Perrault, qui marchait en éclaireur, sentit la glace céder sous son poids et ne fut sauvé que par le long bâton qu'il portait de façon à le placer en travers du trou fait dans la glace par son corps. Le froid était terrible. Le thermomètre marquait 50 degrés au-dessus de zéro, et Perrault devait, après chaque bain involontaire, allumer du feu et sécher ses vêtements. Mais rien ne l'arrêtait, et il justifiait bien le choix fait de lui comme courrier du gouvernement. Avec sa petite figure ratatinée et vieillotte, on le voyait toujours au poste le plus dangereux, s'aventurant résolument sur les berges où la glace craquait parfois à faire frémir. Toujours maître de soi, inlassable et incapable de découragement. Une fois, le traîneau s'enfonça. Dave et Buck étaient gelés et presque noyés lorsqu'on réussit à les sortir de l'eau. Il fallut, pour les sauver, allumer le feu habituel, une carapace de glace les recouvrait, et les 2 hommes, pour les dégeler et les réchauffer, durent les faire courir si près du feu que leurs poils en furent roussis. Une autre fois, Spitz s'enfonça, suivi d'une partie de l'attelage, jusqu'à Buck, qui, se rejetant de toute sa force en arrière, crispait ses pattes sur le rebord glissant, tandis que la glace tremblait. Derrière lui était Dave, faisant aussi des efforts pour retenir le traîneau que François tirait à se faire craquer les tendons. Un jour, enfin, la glace du bord se rompit tout à fait, et leur seule chance de salut fut d'escalader la muraille de rochers. Perrault y réussit par un miracle que François implorait du ciel. Puis on réunit les lanières, les courroies du traîneau, et jusqu'au dernier morceau de harnais pour faire une longue corde qui servit à hisser les chiens un à un au sommet de la falaise. François vint le dernier, après le traîneau et son chargement. Il fallut ensuite trouver un autre endroit propice à la descente qui fut opérée aussi à l'aide de la corde, et la nuit retrouva sur le bord de la rivière les malheureux à un quart de mille de leur point de départ. Parvenu à Utalinka et à la glace résistante, Buck était anéanti, et les autres ne valaient guère mieux. Mais l'inflexible Perrault exigea, pour réparer le temps perdu, un effort de plus de son attelage. Il fallut partir tôt et s'arrêter tard. Ils firent le premier jour 35 miles jusqu'au Big Salmon, et le deuxième 30 miles, ce qui les amena tout près de Five Finger. Les pattes de Buck n'étaient pas aussi endurcies et résistantes que celles des autres chiens. Elles s'étaient amollies par l'effet des siècles de civilisation qui pesaient sur lui, et toute la journée, le chien boitillait en souffrant horriblement. Le camp une fois dressé, il se laissait tomber comme mort, sans pouvoir même, malgré sa faim, venir chercher sa ration que François était obligé de lui apporter. Celui-ci, touché de pitié, avait pris l'habitude de lui frictionner les pattes tous les jours pendant une demi-heure après son souper, et il finit par sacrifier une paire de mocassins pour faire 4 chaussures à l'usage de Buck. Ce lui fut un grand soulagement, et la figure renfrognée de Perrault se dérida un jour en voyant Buck, dont François avait oublié les mocassins, se coucher sur le dos et agiter désespérément ses 4 pattes en l'air sans vouloir bouger. À la longue, elles s'endurcirent à la route, et les chaussures usées furent abandonnées. À Pelly, au moment d'atteler, un matin, Dolly, jusque-là très calme, donna tout à coup des signes de rage. Elle annonça son état par un long hurlement si plein de désespoir et d'angoisse que chaque chien s'en hérissait d'effroi. Puis elle bondit sur Buck. Celui-ci n'avait jamais vu de cas de rage. Toutefois,
Il sembla deviner la hideuse maladie et s'enfuit poussé par une panique effroyable. Il filait bon train, la chienne écumante la suivant de tout près, car il n'arrivait pas à la distancer, malgré la terreur qui lui donnait des ailes. Il se fraya un passage à travers les bois jusqu'à l'autre extrémité de l'île, traversa un chenal plein de glace pour atterrir dans une autre île, puis dans une troisième, fit un retour vers le fleuve principal et, en désespoir de cause, allait le traverser, car sans la voir, il entendait la bête gronder derrière lui. François le rappela de très loin, et il revint sur ses pas, haletant, suffocant, mais plein de confiance dans son maître. Celui-ci tenait à la main une hache, et lorsque Buck passa devant lui comme un éclair, il vit l'outil s'enfoncer dans le crâne de la bête enragée. Chancelant, il s'arrêta près du traîneau, à bout de souffle et sans force. Ce fut le moment choisi par Spitz pour sauter sur lui. 2 fois, ses dents s'enfoncèrent dans la chair de l'ennemi sans défense, la déchirant jusqu'à l'os. Mais le fouet de François s'abattit sur le traître, et Buck eut la satisfaction de lui voir subir une correction des plus sévères. « Ce Spitz est un diable incarné, fit Perrault. Il finira par nous tuer Buck, si l'on y veille. »« Buck vaut 2 diables à lui seul, répondit François. Quelques beaux jours, vous pouvez m'en croire, il avalera Spitz tout entier pour le recracher sur la neige. » À partir de ce moment, en effet, ce fut la guerre ouverte entre les 2 chiens. Spitz, comme chef de file, maître reconnu de l'attelage, sentait sa suprématie diminuer devant cet animal si peu semblable aux nombreux chiens du Sud qu'il avait connus. Bien différent de ces animaux délicats et fragiles, Buck supportait les privations sans en souffrir. Il rivalisait de férocité et d'astuce avec le chien du pays. Plein de finesse sous sa forte charpente, il savait attendre son heure avec une patience digne des temps primitifs. Buck désirait un conflit au sujet de la direction suprême, car il était dans sa nature de vouloir dominer. De plus, il avait été saisi de cette passion incompréhensible du trait qui fait tirer les chiens jusqu'à leur dernier souffle, les pousse à mourir joyeusement sous le harnais et leur fend le cœur s'ils en sont éloignés. C'était la passion de Dave comme Limonier, de Sol-Lek tirant de toute sa force, passion qui les saisissait le matin au lever du camp et les transformait de brutes moroses et maussades en créatures ardentes, alertes et généreuses. C'était cette même passion qui poussait Spitz à corriger sévèrement toute faute dans le service, à dresser en conscience les nouvelles recrues, mais qui lui faisait en même temps pressentir et combattre toute supériorité capable de lui susciter un rival. Buck en vint à menacer effrontément l'autorité de Spitz, certains posant entre lui et ceux qu'il voulait punir. Une nuit, il y eut une épaisse tombée de neige, et le matin venu, Pike, le géniard, n'apparut pas. Il restait blotti dans son trou sous un blanc matelas. François l'appela et le chercha en vain. Spitz était fou de rage. Il arpentait le camp, reniflant et grattant partout, et grognant si furieusement que le coupable en tremblait d'effroi dans sa cachette. Quand il fut enfin déterré et que Spitz, exaspéré, sautait sur lui pour le corriger, Buck, également furieux, s'élança entre les 2. Ce fut si inattendu et si habilement accompli que Spitz, étonné, retomba en arrière. Pike, jusque-là tremblant de peur, rassembla son courage, fondit sur son chef renversé, et Buck, oublieux de toute loyauté, s'élançait lui aussi pour l'achever. Mais François, défenseur de la justice, intervint avec son fouet. Il lui fallut d'ailleurs employer le manche pour réussir à faire lâcher à Buck son rival terrassé. Le révolté, étourdi par le coup, abandonna son ennemi et fut corrigé sans merci, tandis que Spitz, de son côté, punissait vigoureusement Pike le géniard. Pendant les jours qui suivirent et qui les rapprochaient de Dawson, Buck continua à s'interposer entre Spitz et les coupables. Mais toujours rusé, il le faisait hors de la vue de François. Cette secrète mutinerie encourageait l'insubordination générale à laquelle Dave et Sol-Lek seuls échappaient. Ce n'était que querelle, lutte incessante, et François, toujours inquiet de ce terrible duel qu'il savait bien devoir se produire tôt ou tard, dut plus d'une nuit au bruit des batailles quitter ses couvertures de fourrure pour intervenir entre les combattants. L'occasion favorable ne se présenta pas, et ceux-ci arrivèrent à Dawson sans avoir vidé leurs différends. Ils y trouvèrent beaucoup d'hommes et d'innombrables chiens qui, selon l'habitude, travaillaient sans relâche.
Tout le long du jour, les attelages infatigables sillonnaient la rue principale, et la nuit, leurs clochettes tintaient encore. Ils tiraient des chargements de bois de construction ou de bois à brûler, rapportaient les produits des mines, faisaient en un mot tous les travaux exécutés par des chevaux dans la vallée de Santa Clara. Buck, de temps à autre, rencontrait des chiens du sud, mais en général c'étaient des métis de loups et de chiens du pays. Chaque nuit, à 9 heures, à minuit, à 3 heures du matin, il faisait entendre un chant nocturne, étrange et fantastique, auquel Buck était heureux de se joindre. Quand l'aurore boréale brillait, froide et calme, au firmament, que les étoiles scintillaient avec la gelée, et que la terre demeurait engourdie et glacée sous son linceul de neige, ce chant morne, lugubre et modulé sur le ton mineur, avait quelque chose de puissamment suggestif, évocateur d'images et de rumeurs antiques. C'était la plainte immémoriable de la vie même, avec ses terreurs et ses mystères, son éternel labeur d'enfantement et sa perpétuelle angoisse de mort, lamentation vieille comme le monde, gémissement de la terre à son berceau. Et Buck, s'associant à cette plainte, en mêlant fraternellement sa voix aux sanglots de ses demi-fauves, Buck franchissait d'un bond le gouffre des siècles, revenait à ses aïeux, touché à l'origine même des choses. 7 jours après son entrée à Dawson, la caravane descendait les pentes abruptes de Barracks sur les bords du Yukon et repartait pour Dyea et Saltwater. Perrault emportait des dépêches plus importantes encore que les premières. La passion de la route l'avait saisi à son tour et il voulait cette année-là battre le record des voyages. Plusieurs circonstances lui étaient favorables. Le bagage était léger, la semaine de repos avait remis les chiens en état, la voie tracée était battue par de nombreux voyageurs, et de plus, la police avait établi 2 ou 3 dépôts de provisions pour les hommes et les chiens. Ils firent dans leur première étape, 60 miles, ce qui est une course de 60 miles, et le second jour franchirent le Yukon dans la direction de Pelly. Mais cette course rapide ne s'accomplit pas sans beaucoup de tracas et d'ennuis pour François. La révolte insidieusement fomentée par Buck avait détruit l'esprit de solidarité dans l'attelage, qui ne marchait plus comme un seul chien. L'encouragement sourdement donné aux rebelles les poussait à toutes sortes de méfaits. Spitz n'était plus un chef à redouter. Il n'inspirait plus le respect, et son autorité était discutée. Pike lui vola un soir la moitié d'un poisson et l'avala sous l'œil protecteur de Buck. Une autre nuit, Dub et Joe se battirent avec Spitz et lui firent subir le châtiment qu'ils méritaient eux-mêmes à juste titre. Billy, le pacifique, devenait presque agressif, et Buck lui-même ne montrait pas toute la magnanimité désirable. Fort de sa supériorité, il insultait ouvertement l'ennemi qui naguère le faisait trembler, et pour tout dire, agissait un peu en bravache. Le relâchement de la discipline influait même sur les rapports des chiens entre eux. Ils se disputaient et se querellaient sans cesse. Seuls Dave et Sol Lek ne changeaient pas, tout en subissant le contre-coup de ces luttes perpétuelles. François avait beau jurer comme un diable, en sa langue barbare, frapper du pied, s'arracher les cheveux de rage et faire constamment siffler son fouet au milieu de la meute, sitôt qu'il avait le dos tourné, le désordre recommençait. Il appuyait Spitz de son autorité, mais Buck soutenait de ses dents le reste de l'attelage. François devinait qu'il était au fond de tout ce désordre, et Buck se savait soupçonné, mais il était trop habile pour se laisser surprendre. Il travaillait consciencieusement, car le harnais lui était devenu très cher. Mais il éprouvait un bonheur plus grand encore à exciter ses camarades et à semer ainsi le désordre dans les rangs. À l'embouchure de la Taquina, un soir après souper, Dub fit lever un lapin et le manqua. Aussitôt la meute entière partit en chasse. 100 mètres plus loin, 50 chiens indigènes se joignirent à la bande. Le lapin se dirigea vers la rivière et tourna dans un petit ruisseau dont il remonta rapidement la surface gelée. Il courait léger sur la neige, tandis que les chiens s'enfonçaient à chaque pas. La forme superbe de Buck se détachait en tête de la bande sous la clarté pâle de la lune, mais toujours devant lui bondissait le lapin, semblable à un spectre hivernal. Ces instincts anciens, qui à des périodes fixes poussent les hommes à se rendre dans les bois et les plaines pour tuer le gibier à l'aide de boulettes de plomb, ces instincts vibraient en Buck, mais combien plus profonds. Poursuivre une bête sauvage, la tuer de ses propres dents et plonger son museau jusqu'aux yeux dans le sang âcre et chaud,
Tout cela constituait pour lui une joie intense, quintessence de sa vie même. À la tête de sa horde, il faisait résonner le cri de guerre du loup en s'efforçant d'atteindre la forme blanche qui fuyait devant lui au clair de lune. Mais Spitz, calculateur méthodique, au plus fort même de ses ardeurs, abandonna la meute et coupa à travers une étroite bande de terrain que le ruisseau enserrait d'un long détour. Buck ne s'en aperçut pas, et lorsqu'il parvint à quelques mètres du lapin, il vit surgir une autre forme blanche qui bondissait du haut du talus et venait lui prendre sa proie. Le lapin ne pouvait plus tourner, et quand les dents acérées lui brisèrent les reins, il poussa un cri perçant comme celui d'un humain. La meute sur les talons de Buck hurla de joie en entendant ce signal de mort. Seul Buck demeura muet, et sans arrêter son élan, se précipita sur Spitz, épaule contre épaule, si violemment qu'ils roulèrent ensemble dans la neige pulvérisée. Spitz, se retrouvant sur ses pattes aussitôt, entailla l'épaule de Buck d'un coup de dent et bondit plus loin. 2 fois ses mâchoires se refermèrent sur lui comme les ressorts d'acier d'un piège. 2 fois il recula pour reprendre son élan, et sa lèvre amaigrie se retroussait en un rictus formidable. L'heure décisive était venue. Tandis qu'ils tournaient autour l'un de l'autre, les oreilles en arrière, cherchant l'endroit vulnérable, Buck eut comme le souvenir d'une scène familière déjà vécue. Il en reconnaissait tous les détails. La terre et les bois tout blancs, le clair de lune et la bataille elle-même. Un calme fantastique régnait sur cette pâleur silencieuse. Rien ne remuait. Dans les airs montait toute droite l'haleine des chiens qui, les yeux étincelants, entouraient les 2 combattants d'un cercle muet. Spitz était un adversaire expérimenté. Du Spitzberg au Canada, il avait combattu toute espèce de chien et s'en était rendu maître. Sa fureur n'était jamais aveugle, car le désir violent de mordre et de déchirer ne lui laissait pas oublier chez son ennemi une passion semblable à la sienne. Jamais il ne s'élançait le premier et n'attaquait qu'après s'être défendu. En vain Buck tentait de le mordre. Chaque fois que ses dents cherchaient à s'enfoncer dans le cou du chien blanc, elles rencontraient celles de Spitz. Les crocs s'entrechoquaient, les lèvres saignaient, mais Buck ne pouvait arriver à surprendre son rival. Il s'échauffa, l'enveloppa d'un tourbillon d'attaque. Mais toujours Spitz ripostait d'un coup de dent et bondissait de côté. Buck fit alors mine de s'élancer à hauteur de museau de son ennemi. Puis, rentrant soudain la tête, il se servit de son épaule comme d'un bélier pour en battre l'adversaire, ce qui lui valut un nouveau et terrible coup de dent, tandis que Spitz bondissait légèrement au loin. Celui-ci restait sans blessure en face de Buck, hors d'haleine et ruisselant de sang. La bataille approchait du dénouement, et le cercle des chiens-loups en attendait l'issue pour achever le vaincu. Voyant Buck à bout de souffle, Spitz prit l'offensive, lui livra assaut sur assaut et le fit chanceler sur ses pattes. Il tomba même et les 60 chiens se dressèrent. Mais avec la rapidité de l'éclair, il se releva, terrible, et le cercle affamé dut se résigner à attendre. Buck avait de l'imagination, qualité qui peut doubler la force. Tout en combattant, sa tête travaillait. Il s'élança comme pour atteindre son ennemi à l'épaule, et, rasant terre, au dernier moment, ses dents se refermèrent sur la patte droite de Spitz. On entendit les os craquer. Cependant, malgré sa blessure, le chien blanc réussit à repousser plusieurs assauts de Buck. Celui-ci alors renouvela sa tactique et broya la seconde patte de devant. Réduit à l'impuissance, Spitz s'efforçait de lutter contre sa douleur et de se tenir debout. Il voyait le cercle silencieux, aux yeux étincelants, aux langues pendantes, se refermer lentement sur lui, comme il en avait vu d'autres le faire autour de ses victimes. Aujourd'hui, il se savait perdu irrémissiblement, car Buck serait inexorable. L'assaut final était proche. Le cercle des chiens-loups se resserrait à tel point que leur haleine chaude soufflait sur les flancs des combattants. Buck les voyait derrière Spitz et à ses côtés, les yeux fixés sur lui, prêts à bondir. Il y eut un instant d'arrêt. Chaque animal restait immobile comme une figure de pierre. Seul Spitz, frissonnant et chancelant, hurlait comme pour éloigner la mort prochaine. Puis Buck fit un bond et sauta de côté. Mais dans ce mouvement, il avait avec son épaule renversé l'ennemi.
Le cercle rétréci devint un point sombre sur la neige argentée par la lune, et Spitz disparut sous la horde affamée, tandis que Buck, resté debout, contemplait la curée. Bête primitive qui, ayant tué, jouissait de cette mort qu'elle avait donnée.